oui, effectivement, la diversité, c'est une source de richesse, c'est une source de performance, on l'a dit, mais c'est aussi une galère. Par exemple, vous cherchez un directeur. Ah, bah si vous cherchez un directeur, c'est-à-dire est-ce que ce directeur pourrait être une femme, par exemple? Là, on parle vraiment de représentation, justement, et la représentation, c'est important. Comment on fait pour mettre en place cette inclusion en tant que manager? Alors, bon, concrètement, vous êtes manager et vous dites, là, je veux absolument mettre en place plus d'inclusion dans mon équipe. Qu'est-ce que vous faites? Bon, le premier pas, il est simple, mais pas si évident que ça. C'est celui d'écouter et d'accepter. D'aller voir aussi ses collaborateurs et tout simplement de leur poser la question aussi de quoi est-ce que vous avez besoin. Justement, l'idée là, c'est de pas laisser parler potentiellement ces stéréotypes et les biais qu'on peut avoir, mais en fait de demander effectivement à ses collaborateurs de quoi est-ce qu'ils ont besoin pour pouvoir aussi s'adapter à leurs besoins. Donc ça, c'est valable effectivement, quel que soit votre cas de figure, puisque encore une fois, en fait, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'a priori, vous avez une équipe qui est diverse, dans le sens où vous avez forcément des personnes différentes, donc qui ont des besoins différents. Donc écouter et, comme je disais aussi, accepter. Personne n'est parfait, c'est normal de faire des erreurs au début, peut-être de dire des choses ou de faire des choses qui peuvent aller à l'encontre de l'inclusion au début. Mais justement, un manager qui va se soucier de l'inclusion, c'est celui aussi qui va être capable d'accepter quand il entend un collaborateur lui dire en fait, là, cette situation, elle n'est pas OK pour moi et j'ai envie que ça change. Ok, donc la bonne pratique, c'est tout simplement écouter et aller questionner ses collaborateurs. Et qu'est-ce que ça va provoquer, qu'est-ce que ça va susciter justement chez tes collaborateurs, le fait de s'intéresser à eux quelque part? En fait, l'objectif derrière tout ça, c'est de s'assurer d'avoir justement les conditions de la sécurité psychologique chez son collaborateur. Voilà, sécurité psychologique, c'est un concept en particulier qui a été théorisé par Timothy R. Clark, qui en fait donne 4 niveaux de sécurité psychologique qu'on va chercher à atteindre justement pour s'assurer de l'inclusion de chacun et de chacune dans l'entreprise. Donc le premier niveau, c'est la sécurité d'inclusion. Donc c'est est-ce que je sens que je peux être la personne que je suis vraiment, ou est-ce que je dois porter un masque quand je suis en entreprise. Le deuxième niveau, c'est la sécurité d'apprentissage. Est-ce que je sens que je vais pouvoir apprendre de nouvelles choses, poser des questions aussi là où je suis. Troisième niveau, le niveau de la sécurité de contribution. Est-ce que je sens que mes idées vont être entendues? Et quatrième niveau, donc ça c'est le niveau ultime, celui qu'on cherche tous à atteindre en tant que manager, c'est la sécurité de challenge. Est-ce que dans l'entreprise dans laquelle je suis, je sens que la remise en question constructive est acceptée ou au contraire, est-ce que gros, c'est le chef qui parle et puis les autres n'ont rien à dire. L'écoute et le questionnement vont être le ciment justement pour instaurer cette sécurité psychologique au travail. Oui, exactement. Parce que quand on parle de comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les contributions de chacun vont être entendues, première étape, c'est de les écouter jusqu'au bout et de les prendre en compte si on considère que c'est pertinent. Donc justement, tu as parlé de biais cognitifs, Marine. Les biais, on en parle beaucoup. Mais quels sont les biais qui impactent le plus nos jugements et du coup qui impactent directement nos comportements autour de la diversité et de l'inclusion en tant que manager? Alors déjà, première chose que je voudrais préciser, c'est que comme tu l'as dit, les biais, on en entend beaucoup parler. En fait, c'est parce qu'on en a tous et toutes. Ça déjà, on va poser les bases. Donc c'est normal, on a tous des biais. Je vais en citer quelques-uns qui, justement, peuvent aller à l'encontre de la diversité. Il y en a un, c'est le biais de confirmation. Ça, c'est la tendance naturelle qu'on a à ne s'intéresser ou à ne voir que les informations qui vont dans le sens de ce qu'on pense déjà. Si on a, par exemple, un a priori négatif sur un certain groupe de personnes, on va s'intéresser à chaque fois qu'on voit des événements, qu'il y a des choses qui viennent dans le sens de notre biais, et quelque part, on va occulter toutes celles qui pourraient le remettre en question. Un autre biais dont je peux parler, c'est le biais de familiarité. Ça, c'est le fait qu'on va davantage faire confiance aux personnes qui nous ressemblent. Ça, c'est pour ça, peut-être, qu'on va davantage embaucher quelqu'un qui a fait les mêmes études que nous, qui a fait la même école, qui vient du même village, parce qu'on se dit « Ah tiens, je me sens proche de cette personne me ressemble, du coup, je vais davantage lui faire confiance ». Et un dernier biais, peut-être, c'est le biais de groupe. Ça, c'est le fait de se ranger naturellement vers sur l'avis du plus grand nombre, et donc d'avoir
plus de difficulté à exprimer son avis si celui-ci il est dissonant avec l'avis majoritaire. Mais justement, c'est une très belle transition pour la prochaine question, puisque en entreprise, on pourrait se demander qui est responsable de la diversité et de l'inclusion. Est-ce que ce sont les collaborateurs? Est-ce que c'est le manager? Ou est-ce que c'est la direction? Je suis justement allée à votre rencontre et je vous ai posé la question. Il y a un peu des deux. Dans les deux cas, je trouve que c'est du tout un chacun. Enfin, je veux dire, c'est autant de la responsabilité des collaborateurs que de la direction. Je veux dire, si les collaborateurs n'intègrent pas la diversité en général, peu importe que ce soit une femme, un transgenre, une personne qui a des tatouages, ça englobe le tout. Si les collaborateurs ne font d'abord pas eux d'efforts, la direction ne fera pas d'efforts non plus. S'ils sont avec nous dans l'entreprise, c'est que la direction a fait malgré tout un effort sur le recrutement. C'est de la responsabilité des deux parties. Que ce soit naturel de faire ça. Naturel. On peut créer des événements, créer des situations, créer un environnement qui fait que les gens se sentent bien ensemble, se découvrent, et malgré leurs différences, finalement, créer un lien affectif. Il peut y avoir un lien affectif dans l'entreprise. Alors pour moi, ça doit venir du haut, clairement. Oui. C'est eux qui doivent dessiner en fait vraiment la ligne de conduite qu'ils veulent avoir. Donc ils la dessinent et après les gens s'adaptent. Mais c'est pas un collaborateur à qui on va demander. Lui déjà, s'il fait l'approche de venir, c'est que ce qui se passe là-bas l'intéresse. Donc après, il faut quand ça vient d'en haut, c'est la direction. L'inclusion, on peut la faire sans s'en rendre compte, quoi. Je pense que les gens normalement constitués le font sans s'en rendre compte. Je voudrais rebondir sur la dernière personne, Arnaud, justement, qui dit en fait, il faut que ça soit normal. Toute personne normalement constituée devrait favoriser la diversité et l'inclusion. On vient de le voir en parlant des biais cognitifs. En fait, c'est presque pas naturel, justement, d'aller chercher cette diversité, cette inclusion. C'est pour ça qu'il faut que ça soit un travail main dans la main entre, justement, la direction, les managers, les collaborateurs, en fait, tout un chacun. L'intérêt, c'est que ça soit effectivement qu'il y ait une vraie volonté aussi, peut-être une culture, même vraiment une politique d'entreprise là-dessus, parce qu'on ne peut pas compter que sur les collaborateurs, on va dire, pour le faire naturellement. Après, au quotidien, chacun a son rôle, effectivement, pour favoriser la cohésion, pour favoriser la diversité, pour s'assurer dans la façon dont ils communiquent, dans tout ce qui peut être mis en place aussi pour s'assurer que chacun se sente bien, favoriser la cohésion. Mais finalement, on ne peut pas compter que sur les collaborateurs pour ça. Donc, il faut aussi que ça soit une volonté d'entreprise. Parce que les collaborateurs, peut-être malgré toute leur bonne volonté pour favoriser la cohésion et la diversité, ils ont besoin d'être outillés, notamment en passant aussi par des formations pour savoir, qu'est-ce que c'est exactement la diversité, qu'est-ce que c'est exactement l'inclusion et comment est-ce que je fais pour mettre ça en place. D'accord, donc pour toi, le meilleur outil pour instaurer une culture d'inclusion et de diversité en entreprise, ça reste la formation ? Je dirais que c'est une première étape. D'accord. C'est une première étape justement pour se mettre d'accord sur de quoi est-ce qu'on parle exactement, qu'est-ce qui peut être mis en place. Il y a aussi, effectivement, toutes les règles qui peuvent être choisies par une entreprise. Encore une fois, je te donne un exemple. Je suis dans un service RH et je me dis demain, systématiquement, toutes les offres d'emploi, je m'assure qu'elles soient inclusives. Ça, à un moment donné, pareil, il faut que ça soit une volonté et c'est pas juste un collaborateur qui va prendre ses décisions tout seul dans son coin, qui va pouvoir avoir un impact aussi global. Donc oui, c'est une première étape. Et après, il faut faire vivre ça au quotidien. La formation, c'est donc la base pour instaurer une culture de diversité et d'inclusion. Mais est-ce que tu aurais des conseils, des outils concrets à appliquer au quotidien ? Ouais, des choses auxquelles tout le monde peut faire attention, justement pour favoriser l'inclusion. Un bon exemple, c'est celui de la communication. Je parlais tout à l'heure des offres d'emploi. Demandez-vous, est-ce que là, réellement, je m'adresse à tout le monde ? Donc, est-ce que mon offre d'emploi, par exemple, elle n'est pas rédigée avec un vocabulaire qui soit trop technique, avec beaucoup de jargon, ou finalement, j'utilise exclusivement des mots masculins. Par exemple, vous cherchez un directeur. Si vous cherchez un directeur, c'est-à-dire est-ce que ce directeur pourrait être une femme, par exemple ? Donc là, on va favoriser peut-être la recherche d'un ou d'une responsable pour un poste. De la même manière, si vous avez l'habitude dans votre quotidien, par exemple, de faire des présentations ou des supports visuels où vous utilisez des images de personnes, d'individus, demandez-vous, est-ce que les visuels que je prends représentent aussi la diversité de manière générale ? Là, on parle vraiment de représentation, justement. Et la représentation, c'est important. Et du coup, Marine, la diversité,
C'est une richesse ou une galère en entreprise ? Une richesse. J'ai été moi-même dans une société où justement il y avait beaucoup de diversité, et c'était une richesse parce que chacun venait un peu avec sa culture, ce qu'il connaissait, et ça permettait à chacun en fait, d'apporter ce qu'il avait personnellement. Donc pour moi c'est une richesse, c'est pas une galère, non du tout. Pour moi aussi, je dirais même que c'est une urgence et que c'est une nécessité. Je pense qu'être entre gens qui se ressemblent, ça promeut pas la créativité, l'inventivité. Non, je pense que c'est très clairement une richesse. Oui. Le management, la cohésion d'équipe, c'est toujours compliqué à gérer. Oui. C'est une cuisine, parfois ça prend pas. Par contre, quand ça prend, la richesse de la diversité, c'est génial. Parce que chacun apporte quelque chose, ça crée cette émulsion, ça crée ces talents. Mais il faut des bases communes, il faut un minimum de valeurs communes ou d'envies communes. C'est une richesse. En tant que diversité, j'ai beaucoup de communautés différentes. C'est une grande diversité parce que justement, on échange sur des sujets. Eux, ils ont un avis que nous, on n'aurait pas eu forcément parce qu'ils ont un point de vue complètement différent. Tant sur le métier que sur la vie en général. Franchement, moi, je trouve ça incroyable d'apprendre des autres et d'avoir un point de vue complètement différent de ce qu'on m'a mis dans la tête toute ma vie, parce que je suis née en France et que j'ai eu une éducation à la française, et voir les autres, je me dis, c'est incroyable, quoi. Ouais. Donc là, ce qu'on voit, alors, c'est qu'effectivement, toutes les personnes que tu as interviewées répondent richesse, donc c'est très bien. On peut aussi se demander s'il n'y a pas un biais de désirabilité dans leur réponse, puisque voilà, ça paraît normal en tout cas qu'il est plus valorisant de répondre ça effectivement que galère. D'ailleurs, c'est je crois Arnaud et Flavie qui parlent aussi du fait que avoir de la diversité, ça favorise l'innovation, ça favorise la créativité, donc ça, on en a déjà parlé. Effectivement, richesse. Je vais modérer le propos en disant que oui, effectivement, la diversité, c'est une source de richesse, c'est une source de performance, on l'a dit, mais c'est aussi une galère dans le sens où ça nécessite du manager, mais finalement de tout le monde dans l'entreprise, en fait, de s'adapter. On l'a dit, c'est justement l'équité, c'est le fait de s'adapter aussi aux besoins de chacun. Donc forcément, notamment pour un manager, c'est un effort. En fait, quelque part, ça serait peut-être beaucoup plus facile pour un manager de se dire, en fait, tout le monde fonctionne exactement comme moi, donc c'est très simple. Moi, pour manager, j'adopte la même recette pour tout le monde et c'est celle qui me conviendrait le mieux. Alors ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus confortable, peut-être intellectuellement, on va dire, c'est plus simple, mais en fait, ça marche beaucoup moins. Donc, richesse, oui, et bien sûr, je partage complètement ce qu'ont dit les personnes que tu as interviewées, mais aussi galère dans le sens où c'est un effort conscient à faire de la part du manager, mais de toute autre personne qui est aussi dans l'entreprise. Trop bien. Ok, donc si tu devais adopter 3 réflexes ultra simples pour qu'une équipe soit plus inclusive dès demain. 3 réflexes, donc très simples à mettre en œuvre pour les managers pour favoriser l'inclusion demain dans leurs équipes. Le premier, c'est donc de poser la question à ses collaborateurs, de les écouter, de leur demander de quoi est-ce qu'ils ont besoin, justement pour se sentir libre d'apprendre, de proposer, de challenger. La deuxième chose, ça serait d'être attentif à ses propres biais cognitifs. Donc, on l'a déjà dit et je le répète, on en a tous. À chaque fois qu'on prend une décision, se demander sur quels critères je fonde cette décision. Est-ce que c'est réellement des critères objectifs que j'ai ? Est-ce que, par exemple, je prendrais la même décision si la personne concernée appartenait à un autre groupe ? Et la troisième chose, c'est se former. Former ses collaborateurs, évidemment, mais aussi se former soi, justement pour aller rechercher l'exemplarité. Trop bien. Et justement, Marine, la formation, on en parle beaucoup, mais est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que c'est juste une case de plus à cocher en entreprise ? Ça ne suffit pas puisque l'inclusion, on l'a vu, ça se construit et surtout ça se vit au quotidien. C'est une action de tous les jours. Néanmoins, la formation, ça permet de poser une base commune et aussi d'ouvrir le dialogue par la suite. Donc oui, former ses collaborateurs, se former, il faut que cette formation, elle soit vraiment portée, elle soit sponsorisée aussi par la direction. Mais après, il faut aussi que la diversité et l'inclusion soient mises en œuvre au quotidien avec des actions concrètes. Ok, super Marine. Et vous aussi, ouvrez le dialogue sur les sujets de diversité et d'inclusion et posez les bases communes de votre entreprise grâce à la formation diversité et inclusion disponible sur skillsday.com. Et en attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux et on se dit à très vite.